il y a un pré-traitement ou un traitement dit pipeline. D'accord? Le traitement pipeline a été introduit dans le 80-86. C'est-à-dire, quand j'ai étudié le 80-80, il n'y avait pas cette notion de pipeline. Il y avait donc l'instruction qui était réalisée par l'unité d'exécution, et c'était après avoir réalisé cette instruction que l'unité d'interface de bus ramène l'instruction suivante pour qu'elle puisse être exécutée. Alors maintenant, pendant que l'unité d'exécution exécute l'information qui lui sont transmises, l'instruction suivante est chargée dans l'unité d'interface du bus. Maintenant, c'est ce qui a changé par rapport à avant cette notion de pipeline. Les instructions qui suivront sont placées dans une file d'attente lorsque l'unité d'exécution a fini de traiter l'instruction. L'unité interface de bus lui transmet instantanément l'instruction suivante puisqu'elle était mise en attente. D'accord? Et charge donc automatiquement l'instruction qui suit en vue de la transmettre à l'unité d'exécution. De cette façon, l'unité d'exécution est continuellement en activité. Il n'y aura pas d'attente et donc on gagne dans c'est-à-dire le temps de traitement des données. Donc, en général, ce qu'il faut retenir, que le 80-86 se compose essentiellement de deux unités. L'unité d'interface du bus, qui fournit l'interface physique entre le microprocesseur et le monde extérieur. C'est elle qui va le lier au monde extérieur. Et il y a l'unité d'exécution qui comporte essentiellement l'unité arithmétique et logique, et de 16 bits, elle manipule les registres généraux que vous avez ici, donc moyennant les registres généraux, donc elle fait des manipulations de 16 bits. Donc, c'est-à-dire pour votre information, la file d'attente d'instruction contient des informations qui attendent d'être traitées par l'unité d'exécution. Cette file d'attente est parfois appelée capacité de traitement, des notions, c'est-à-dire des termes relativement au microprocesseur. Donc, on appelle cette capacité d'attente la capacité de traitement. Le microprocesseur 8086 est capable de mémoriser jusqu'à 6 octets en attente. D'accord? Dans cette notion de pipeline. Les microprocesseurs actuels, bien sûr, sont souvent, bien entendu, équipés d'une file d'attente plus rapide et plus large, c'est-à-dire capacité d'emmagasiner plus d'informations. Donc, c'est-à-dire maintenant, depuis le 80-86-78, maintenant, les choses ont évolué et les nouveaux microprocesseurs possèdent cette capacité encore plus grande. Alors, revenons encore à nos registres. Pourquoi j'insiste sur ces registres? Parce que c'est tout ce qui va compter pour vous, et une bonne programmation nécessite une bonne connaissance de ces registres. Donc, si vous connaissez vos registres correctement et leur but et comment les manipuler, vous saurez programmer d'une façon correcte. Alors, ces registres, donc on a distingué les registres généraux des autres registres. Alors, un registre, déjà, il faut dire que c'est une petite partie de la mémoire intégrée dans le microprocesseur. Et je vous ai intégré dans votre cours précédent, à la fin du cours, comment est réalisée une mémoire, parce que à la demande de votre camarade, il m'a demandé qu'est-ce que c'était une mémoire. Donc, c'est un registre. Et donc, j'ai donné sa composition sous forme donc, de porte, comment je peux réaliser une mémoire. Donc, je disais, un registre est une petite partie de la mémoire intégrée au microprocesseur, dans le but de recevoir des informations spécifiques, notamment des adresses et des données stockées durant l'exécution d'un programme.
D'accord? Il existe plusieurs types de registres dans le 80-86. Certains d'entre eux sont affectés à des opérations d'ordre général, hein, des additions, des multiplications, d'accord, des soustractions, etc., accessibles aux programmateurs. Donc là, les registres généraux, par exemple, ils vous sont accessibles, d'accord? Certains autres pas. Vous allez voir, par exemple, certains registres internes ne vous seront pas accessibles, vous ne pouvez pas les manipuler comme vous voulez. Mais par contre, les registres généraux, si. Donc, c'est simple à manipuler selon, bien sûr, les instructions que vous aurez à utiliser. Alors, ces registres généraux peuvent être utilisés dans toutes les opérations arithmétiques et logiques que le programmeur, qui est vous-même, insère dans le code assembleur. Un registre complet présente une grandeur de 16 bits. Chaque registre est en réalité divisé en deux registres distincts, comme on vous l'a présenté la dernière fois, c'est-à-dire le AX, le BX et CX, DX, sont divisés en deux registres distincts de 8 bits. Donc, une fois, vous pouvez les utiliser comme registres de 8 bits et des fois, vous pouvez les manipuler comme des registres à 16 bits. Le registre AX, il est appelé accumulateur. Donc, il a une spécificité qui lui est donnée. C'est quoi? C'est que donc la qualité de cette mémoire est rapide, c'est-à-dire que vous pouvez réaliser les opérations de façon rapide. Et là, c'est par rapport aux matériaux qui ont été utilisés pour réaliser ces registres. Donc, c'est une histoire de matériaux, d'accord? De semi-conducteurs intégrés pour réaliser ces registres-là, d'accord? L'accumulateur, il a cette spécificité. Donc, toute opération de transfert de données avec des entrées-sorties ainsi que le traitement des chaînes de caractères se font dans ce registre et pas dans les autres, d'accord? Les autres registres, vous pouvez les utiliser comme le AX pour les multiplications, additions, transferts, etc. Mais celui-là, il a une particularité. C'est pour ça qu'on l'appelle accumulateur. Donc, il a cette spécificité que les autres ne l'ont pas. Donc, on n'appellera pas BX et X accumulateur, mais seulement le AX. Donc, j'ai dit, il sera utilisé et lui seulement, et non pas les autres BX, CX, DX. D'accord? Il sera utilisé où? Pour les entrées-sorties et le traitement des chaînes de caractères. Vous allez le voir quand on aura à utiliser les entrées-sorties, les interfaces d'entrée-sortie, et là, quand on aura à utiliser les chaînes de caractères. Mais par contre, comme les autres, on pourra réaliser dedans des opérations arithmétiques et logiques. Le BX aussi, je peux l'utiliser pour les opérations arithmétiques et logiques. Mais il est aussi utilisé pour l'adressage des données dans une zone mémoire différente de la zone code. On va voir juste après quelle est la différence entre les zones mémoire. D'accord? Qu'est-ce que c'est la zone code? Qu'est-ce que la zone de données, etc. Donc, mais sachez pour le moment qu'il sera dit registre de base. Et pour un adressage basé, quand on va parler de l'adressage basé, qui est un type d'adressage spécifique, il va être utilisé donc comme une référence d'adresse, d'accord? Donc, il va être référencé, c'est-à-dire, vous allez voir, il peut contenir l'adresse de la donnée qu'on veut transférer ou qu'on veut ajouter ou autre. Donc, il va contenir une adresse, d'accord? Et donc, dans l'adressage basé, il sera utilisé, donc, et c'est la raison pour laquelle on l'appellera registre de base. Donc, il va être la base, c'est-à-dire à partir de son adresse, on va calculer une certaine autre adresse. Et l'adresse, sera contenue dans ce registre-là. D'accord? Mais ça n'empêche pas qu'il pourra être utilisé comme le AX pour les opérations arithmétiques et logiques, mais pas pour, par exemple, pour les entrées-sorties ou autres. D'accord?
je peux l'utiliser pour l'addition, multiplication, transfert, etc., mais pas pour les entrées-sorties ou les chaînes de caractères ou autres. Le registre CX, de même que pour le AX et le PX, je peux l'utiliser pour les opérations arithmétiques et logiques. Je peux faire une addition de CX, etc. Mais il a une spécificité dans quoi? Dans le cas où j'utilise une boucle. Quand j'utilise l'opération de boucle, vous allez le voir, qui est spécifiée par l'opération loop, ce registre-là, le CX, va avoir donc le rôle de compteur. Il va donc être utilisé comme compteur. Il va contenir le nombre d'itérations. D'accord? Et à chaque fois que je viens à l'instruction loop, et je l'ai dit la dernière fois, donc son contenu sera décrémenté, sera testé. S'il n'est pas nul, je reviens sur la boucle. Sinon, je vais à l'instruction suivante. On aura l'occasion encore de le manipuler d'une façon continue. Et donc aussi, vous allez le voir quand on va utiliser les opérations logiques. Quand on va utiliser les opérations logiques, la partie CL, c'est-à-dire la faible partie de CX, le CL va être exploité pour le nombre de décalages. À chaque fois que je vais décaler, le CL aussi donc, va être donc décrémenté. Donc, le CL va jouer le compteur pour des opérations de décalage. Donc, la partie faible va jouer le rôle de, c'est-à-dire le nombre de fois que je veux faire un décalage sur un registre donné. Alors, le dernier registre, le DX, alors c'est pour ça que je mets à chaque fois, le premier j'ai mis accumulateur, le deuxième j'ai mis base, le troisième j'ai mis compteur, et le dernier, le DX, c'est un registre qui va jouer son rôle donc dans les données d'entrée-sortie. On utilise le DX pour des opérations bien sûr de multiplication, de division, mais surtout pour contenir le numéro d'un port d'entrée-sortie pour les adresses d'interface. D'accord? Donc, il va contenir l'adresse, le numéro, l'adresse de l'entrée-sortie dans les interfaces d'entrée-sortie. Alors, je fais une petite pause, j'attends, si je regarde si vous avez des questions sur cette partie, si quelqu'un a écrit une question. Vous avez encore, donc, à chaque fois que je vais présenter une partie, vous allez donc écrire. Donc, si vous n'entendez pas, bien sûr, écrivez que vous n'entendez pas. S'il y a une quelconque question, vous pouvez poser votre question. Donc, je marque des temps de pause afin que l'étudiant puisse poser sa question. D'accord? Avant de passer au groupe de pointeurs d'index. J'ai terminé avec les registres généraux. Pas de questions, je continue. Alors, je continue avec les registres, l'autre type de registre, des registres pointeurs ou d'index. Il y a les registres source d'index, SI, le registre DI et les registres donc BP et SP. Donc 4 registres de 16 bits. Donc là, on ne peut pas les diviser, c'est toujours de 16 bits. Le SI, le DI, le SP et le BP. Et donc font généralement référence à un emplacement en mémoire. Donc, on va les exploiter selon le type de mémoire. Vous allez voir, quand on va parler de type de mémoire, on va les exploiter pour nous donner, donc nous indexer un emplacement mémoire. Donc, ils vont contenir le offset, le déplacement dans la mémoire. Ces registres sont
plus spécialement adaptés au traitement des éléments dans la mémoire. Ils sont en général munis de propriétés d'incrémentation et de décrémentation. Un cas particulier de ces registres, c'est le pointeur. Le pointeur de pile, le SP, c'est le pointeur de pile. Et donc, ce registre permet de pointer la pile pour stocker les données ou les adresses selon le principe du dernier entrée, premier sorti. Le moment venu, on parlera de la pile et on parlera de la notion de LIFO. LIFO, c'est-à-dire last in, first out. Hein? Dernier entrée, premier sorti. Mais surtout, dans un premier temps, vous allez, avant d'entamer la notion de pile, vous allez voir, on va plus utiliser le SI et le DI pour indexer les données. D'accord? Le SI, appelé source d'index, il permet de pointer la mémoire. Il forme en général, un décalage, un offset par rapport à une base fixe. Vous avez le DS. Hein, on va voir le DS à un certain moment. Donc là, une partie, donc là, la mémoire de données, et donc le SI automatiquement va vous donner l'offset par rapport à sa première adresse. La même chose que pour le DI. Le DI va faire la même chose, toujours par rapport à la donnée qui se trouve ici, ou bien aussi ici, dans l'extra. L'extra-donnée, c'est-à-dire aussi, c'est une partie de la mémoire de données, d'accord, supplémentaire. Mais en général, on utilise les données usuelles dans la partie DS, d'accord, de la mémoire, plutôt la partie de DS de la mémoire, et la partie du segment, pardon, c'est DS, exact. Et là, pour le ES, on utilisera plutôt les chaînes de caractères. Hein, quand je dis chaîne de caractères, I, A, B, C, dollar, n'importe quoi. D'accord, vous allez voir que le microprocesseur peut manipuler les chaînes de caractères, mis à part les données usuelles. D'accord? Donc, et le BPSP vont être plus utilisés, j'ai dit, pour la pile. On va voir par la suite comment ils vont être utilisés, le SP et le BP. Le BP, il va jouer le même rôle que le BX dans les généraux, c'est-à-dire il va jouer le rôle de la base, hein, base pointer, c'est-à-dire il va être un offset, et le SP, ça sera la même chose que le IP pour le CS. Le SP, il va contenir l'adresse relative à la donnée de la partie pile, D'accord? Donc, concernant la partie exécution et les registres qui lui sont affectés. Bien sûr, il y a un registre qui est mis à part en bas, ici, c'est le FR, le flag register. Le flag register, c'est le registre qui va nous donner l'état de l'opération. Après une opération donnée, au niveau de l'unité arithmétique et logique, il y a le FR qui va nous donner son résultat. Donc, il y a des flags, des drapeaux. Hein, le flag, c'est le drapeau. Donc, à chaque opération, par exemple, si l'opération qui a été réalisée a donné une carry, donc je trouve le flag carry. Hein, il est dans une position. Donc, chaque bit, il a une appellation relative. On l'a vu la dernière fois. Et donc, s'il y a une carry, le flag carry va se mettre à 1. Si, par exemple, l'opération donne un résultat nul, le flag 0, Z, va se mettre à 1. Si, par exemple, le résultat, donc lors de l'opération, il y a eu donc une half carry, c'est-à-dire il y a eu une carry du premier quartet vers le bit 5,
hein, du bit 4 vers le bit 5, parce que c'est le half, la moitié. Donc là, on appellera carré auxiliaire, qui va être aussi, va avoir son importance dans certaines opérations de conversion BCD. D'accord. Donc, automatiquement, le flag auxiliaire carré va se mettre à 1, etc. Donc, par exemple aussi, on a le flag qui est relatif à l'opération d'overflow, qui est très importante, que je vous ai présentée la dernière fois. S'il y a un dépassement de capacité, automatiquement, si par exemple je réalise une opération sur 8 bits et j'ai un dépassement de capacité, ça dépasse les 8 bits, le résultat dépasse les 8 bits, j'ai l'overflow qui va se mettre à 1, etc. Donc j'ai aussi, par contre, la parité. La parité, c'est relativement au résultat. Donc, je regarde dans les résultats le nombre de bits égal à 1. Si le nombre de bits égal à 1 est pair, donc il y a le flag de parité qui se met à 1. Donc, tout ça est enregistré dans ce register flag. Donc, il va me donner l'état de l'opération et bien sûr, vous allez voir, ces états vont être intéressants pour l'exécution ou pour notre raisonnement pour exécuter d'autres tâches ou d'autres opérations ou d'autres instructions de notre processeur. C'est à nous de vérifier comment sont ces flags pour prendre la décision, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut revenir et encore faire l'opération ou il faut faire un saut ou selon bien sûr la logique qu'on aura à traiter. Là, donc, j'ai terminé avec la partie exécution et surtout à partir des registres de cette partie-là. D'accord? Si vous avez des questions de cette partie, vous pouvez les poser. Non, ok. Je continue. Alors, donc, la partie registre de la partie interface avec le bus. Alors, c'est très, très important de comprendre cette partie aussi, parce que ça va vous donner des informations sur la gestion de la mémoire et comment est réaliser les différentes phases de notre programmation du microprocesseur. Alors, dans cette partie, il faut remarquer les différents registres de 16 bits, et j'insiste sur le 16 bits, d'accord, des registres CS, DS, SS et ES. Alors, ces registres-là vont être associés, vous voyez, j'ai fait exprès cette fois-ci, par rapport à la dernière fois, de vous associer chaque registre à une partie, à un segment de la mémoire de votre processeur. Donc, revenons à cette mémoire. Cette mémoire, donc le processeur que nous avons, le 8086, il a un bus d'adresse, on a dit, sur 20 bits. Et donc, comme le bus d'adresse étant sur 20 bits, ça veut dire qu'il peut adresser 1 mégadoctet. Donc, le mégadoctet, ça veut dire donc automatiquement cette mémoire aura un nombre, c'est-à-dire un nombre de bits de 20. Mais vous allez voir que ces parties-là vont être adressables seulement sur 16. C'est-à-dire comment ils vont être adressables sur 16. Là, j'aurai pour chacun d'entre eux une adresse au niveau de
cette partie de mon microprocesseur. Donc le CS, on a dit, il va être associé à la partie de la mémoire qui va contenir les instructions, donc le code, d'accord, les instructions. Le DS sera réservé à la partie, donc il contiendra l'adresse de la partie du début, de la partie de la partie réservée aux données, le DS, plutôt le SS, la stack pointer, c'est-à-dire de la pile, et le ES de l'extra segment, c'est-à-dire le segment supplémentaire pour les données. Donc, puisqu'ils vont être adressables sur 16 bits, ça veut dire que cette partie-là, chaque partie que j'ai ici, va être de 64 kilo-octets. D'accord? Donc, chaque partie sera de 64 kilo-octets. Mais la mémoire en sa totalité, elle est de 1 mégaoctet. Donc, chaque partie de cette mémoire, pour être adressée, ce sera la partie l'adresse que vous trouverez sur le CS, c'est-à-dire les 16 plus forts bits seront dans le CS et les less bits, c'est-à-dire les 4 autres, puisqu'il me restera plutôt 4 autres, donc les 4 autres seront sur la valeur 0. D'accord? Donc, vous allez voir par la suite, il va y avoir un petit casse-tête concernant la valeur de l'adresse physique et la valeur de l'adresse logique. Donc, on va l'expliquer plus loin. À cette phase, il faut comprendre que là, vous aurez des valeurs sur 16 bits, sur ces 4 premiers registres. Vous aurez des valeurs sur 16 bits. Chaque valeur va correspondre à l'adresse de début du code, du segment que vous aurez. Donc, cette mémoire, on l'a divisée en 4 segments. 4 segments de 4 kilos et chaque segment va correspondre à une information. Donc là, j'aurai le code dans le premier segment, dans le deuxième, les données, dans le troisième, les informations concernant la pile. Et on va voir qu'est-ce que c'est cette pile. Et un autre segment concernant les données supplémentaires. C'est ce qu'il faut retenir pour le moment. Par la suite, on va voir comment on va avoir l'information c'est-à-dire de l'adresse par rapport à la mémoire d'une façon générale, et on parlera de la mémoire, l'adresse physique, et puis par rapport à la mémoire du segment, et on appellera l'adresse logique. Vous avez le IP. Le IP aussi, il est à 16 bits. Le IP de 16 bits va vous permettre d'avoir l'offset, c'est-à-dire puisque le IP concerne que la partie code, instruction, puisque c'est lui qui va contenir l'adresse de votre instruction dans la mémoire, et il contiendra une adresse sur 16 bits. Donc, puisque il va, récupérer l'adresse par rapport au segment, d'accord? Et vous aurez l'offset relatif au segment. Donc, le segment aura une certaine adresse et le IP aura l'offset, c'est-à-dire le déplacement par rapport à l'adresse initiale de votre segment code pour avoir l'instruction qui va être exécutée. D'accord? Voilà les différents registres et donc
comment on va les gérer et comment ils vont être utilisés, ça va venir par la suite. Bien sûr, dans cette phase de votre, c'est-à-dire de votre cours, pour ceux qui n'ont jamais vu ou jamais entendu parler de ces genres de registres, etc., ça vous paraît beaucoup d'informations, beaucoup de registres et comment je vais les manipuler, etc. Mais sachez qu'à fur et à mesure qu'on va avancer, et vous allez le voir à un moment donné quand on va vous rappeler cette partie de votre cours, vous allez avancer, vous allez voir comment on va les manipuler et ça va être encore plus clair que cette fois-ci. Ça va de soi. Donc là encore, on vous donne les différents registres que vous allez plus manipuler, les registres généraux qui vont être une fois utilisés sur 16 bits, une autre fois utilisés selon le most ou l'est partie de votre registre. Vous allez utiliser les 8 bits de plus faible poids ou le plus haut poids selon votre manipulation. Mais bien sûr, les autres registres de 16 bits que vous avez ici seront toujours utilisés sur 16 bits que vous aurez à manipuler. Alors, donc, ici, revenons à notre histoire de mémoire et de segments. C'est très important de comprendre cette notion de mémoire et de segment. Donc là, c'est toute la mémoire que vous avez qui va de la valeur 0000 jusqu'à FFFFF. Vous voyez que vous avez 5 F et 5 zéros. Pourquoi? Parce que vous avez, disons, 20, je dirais 20 bits, d'accord, de votre adresse du 8086. Donc, on a dit le 8086 et en 20, donc automatiquement, ça va aller l'adresse de 0000 jusqu'à FFFFF 5 fois. Et dans cette mémoire est divisée en 4 segments. Donc, vous voyez que les 4 segments n'occupent pas toute la mémoire. Toute la mémoire, dans la mémoire que va utiliser le microprocesseur. On l'a dit dès le départ, vous pouvez revenir sur vos slides de départ, il va y avoir et la RAM et la ROM. Donc, il doit pouvoir adresser et la RAM et la ROM. D'accord? Et donc, la ROM aussi doit figurer dans sa part d'adressage aussi. D'accord? Donc, sachez, ça, c'est l'ensemble de la mémoire, qu'elle soit ROM ou RAM. D'accord? Et bien sûr, nos données, là, qui sont sur la RAM, c'est des données volatiles. D'accord? Dans la ROM, vous allez avoir le BIOS. D'accord? On va parler à un certain moment du BIOS. Alors, donc, je disais, vous avez votre RAM, donc qui va contenir qui peut adresser, 1 mégadoctet. Et nos segments se trouvent dans cette RAM, plutôt dans cette mémoire. Je parle de mémoire plutôt que de RAM, d'accord? Donc, nos segments se trouvent dans cette mémoire, dans la partie RAM de cette mémoire, d'accord? Et donc, nos segments, vous avez le segment ici, d'une façon, donc, puisque je vais de 0 vers FF, j'ai le CS, le DS, le SS et le ES, d'accord? Chacun présentant une adresse. Donc, je peux donc avoir, par exemple, une adresse, si le CS est de 00, d'accord? Et donc là, il peut aller de la première valeur. Là, vous remarquez que j'ai mis le CS à 16 bits. D'accord? J'ai mis une valeur de 16 bits. En réalité, la valeur, c'est 00000. La troisième valeur, c'est 0. Et donc, pour pouvoir récupérer l'information sur le segment code, c'est le IP qui va s'en charger. Donc, le IP ne sera pas associé à DS ou à SS ou ADI. Vous voyez? Donc, il ne sera associé qu'au CS, qu'au code, qu'au segment code. D'accord? Qu'au segment code. Le CS et le segment code. Donc, le IP va toujours avec. Il est toujours associé au segment code.
parce qu'il contient l'instruction. Et comme le segment code, il contient que les instructions de mon programme, donc il lui est associé. Alors le DS, on a dit, c'est le segment donné. Le segment donné, on lui associe le SI, comme on peut aussi lui associer le DI. D'accord? Il peut être indexé, il peut être pointé par le SI ou bien par le DI. D'accord? Donc, c'est lui qui va nous donner l'offset par rapport au DS. Parce que quand on va manipuler dans le microprocesseur, pour que ça soit plus simple et plus facile à manipuler, on va manipuler que l'adresse logique, c'est-à-dire, et le DS avec un sans SI, c'est-à-dire toujours sur 4 quartés. D'accord? Donc 00, donc sur les 16 bits. D'accord? Et la même chose pour le CS et la même chose pour la pile. La pile, ici, le SP va jouer le même rôle que le IP. Il va aussi l'indexer. Et on verra au moment voulu, j'ai dit comment ça va être cet indexage. Et le DI va aussi indexer le ES. D'accord? Et il peut être indexé, le ES aussi, avec le SI. D'accord? Puisque c'est des registres index. Le ES et le DS peuvent être indexés par le même registre, et le DI et le SI. Mais vous allez voir, pour des opérations un peu spécifiques, telles que les chaînes de caractères, si je veux changer les chaînes de caractères d'un segment vers un autre, vous allez voir là, le SI va jouer le rôle de l'indexeur source et le DI, le rôle de l'indexeur destination. C'est pour ça qu'on l'appelle D. Et l'autre S c'est source et D, c'est destination. Pour le moment, c'est pas clair dans votre tête parce que vous n'avez pas encore manipulé ces caractères. Mais par la suite, vous allez voir que ça va être plus clair et vous allez comprendre pourquoi on a associé à cet instant SI plutôt que le DI. D'accord? Voilà concernant donc les associations des registres entre eux, et apparemment, il y a une petite question peut-être, non, il y a quelqu'un qui veut rentrer. C'est Ranam Oussama qui vient de rentrer après 45 minutes de cours. Je continue. Je disais, voilà concernant donc la mémoire et comment elle est adressée et comment elle est segmentée et comment les différentes parties sont représentées et associer les différents segments aux différents registres, c'est-à-dire les registres de la partie interface avec les registres de la partie exécution. Des questions? J'attends vos questions. Au moins, répondez par écrit si vous avez compris ou vous n'avez rien compris. Au moins, quelqu'un réponde pour que je sache que je suis entendu jusqu'à maintenant. Madame. Abou, tu me réponds si tu m'entends et si c'est compréhensible. J'attends. Madame, oui, de mon côté, ça va. Allô? On n'entend personne, il faut lui écrire. Oui, effectivement, j'entends personne. Il faut m'écrire. Ok. Donc, si c'est compréhensible, regarde, ce que j'ai dit jusque-là était compréhensible. Moi, je suis arrivé. S'il faut que j'insiste sur une partie, tu écris. Il n'y a pas de souci. Yazid, tu peux écrire.
ton micro ne marche pas comme le mien. C'est-à-dire plutôt sur le plan écoute. Moi, je n'entends pas. Ok, donc si je peux continuer, je peux continuer? Dites continuer. Ok, pardon. Alors, je continue. Donc là, dans cette partie, donc, je vous présente le système. Donc, on a dit que notre bus d'adresse est donc sur 20, donc automatiquement, il va adresser 1 mégadoctet. Et donc, puisque on va utiliser 16 lignes d'adresse, donc automatiquement, les segments de mémoire donc, vont être de 64 kilooctets. Donc, sachez que la mémoire va être c'est-à-dire d'une façon générale, c'est tout système est déterminé de la façon suivante. Donc, chaque location possède un maximum de n octets. Donc, chaque partie, donc chaque valeur d'adresse, elle est sur n octets. Donc, si j'ai besoin, par exemple, de faire un transfert de 2 octets, c'est 2 parties de l'adresse qui vont être exploitées. Sachez aussi que les unités d'entrée-sortie auront une adresse, donc une adresse spécifique. Vous allez le voir à un moment donné, par exemple, un périph' tel que, par exemple, l'écran ou bien le clavier, il aura une adresse spécifique, d'accord, dans la RAM, d'accord. Chaque unité de mémoire, j'ai dit, elle a son adresse, et donc le CPU, bien sûr, adresse en binaire. Donc, sur le bus d'adresse, vous avez les valeurs donc en binaire. Là, c'est une histoire seulement de facilité d'écriture qu'on écrit en hexa. Mais la réalité, c'est tout en binaire. Donc là, c'est toute l'adressage de la mémoire. Dans la partie mémoire, j'ai dit, il y a la partie RAM et il y a la partie ROM. Et dans la partie RAM, bien sûr, il y a automatiquement le BIOS. Le BIOS, c'est ce qui permet à un moment donné, c'est-à-dire à un moment donné au démarrage, dès que votre PC est allumé, c'est la RAM qui va gérer, donc, c'est-à-dire qu'il y a un programme dans le BIOS, d'accord? Et donc, c'est ce programme-là, c'est-à-dire vous allez trouver déjà au démarrage le reset, parce que le microprocesseur possède une broche qui est la broche de reset. Donc, cette broche de reset donc, va automatiquement délivrer donc, une interruption au niveau de notre microprocesseur. Et dans le microprocesseur, dans le IP, il trouvera directement la première valeur, c'est-à-dire une valeur qui est la valeur FFF, 4F et 1,0. Donc, il va aller à l'adresse, à cette adresse-là, et il va trouver la première instruction du BIOS. Et bien sûr, la première, à partir du moment que le PC est allumé, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le premier programme qui va être déclenché, c'est les différents tests du clavier, de l'écran et tout ce qui s'ensuit de l'ensemble des périphériques qui lui sont connectés pour donner la main à l'utilisateur. Donc, le BIOS, c'est le programme interne de gestion du PC à l'allumage. D'accord? Donc, tout ça est dans la mémoire qui va être exploitée, qui va être gérée pour pouvoir donc exploiter votre processeur. Alors, voilà votre processeur. Donc, je parlais juste maintenant du reset. Là, c'est cette pin-là. Donc, à chaque fois qu'elle est alimentée, donc ça va. Donc, c'est ce que vous créez en appuyant une remise à zéro. D'accord? Donc, vous voyez donc votre processeur avec ses différentes pins. Et donc, vous voyez votre
votre bus d'adresse qui présente donc, qui est mis à un certain moment en A et en D, et un autre moment seulement en A. Alors, vous voyez le A et le D qui va de AD0 jusqu'à AD15. Vous avez jusqu'à AD15, c'est-à-dire, vous aurez donc sur ces broches-là la possibilité de passage d'une donnée ou d'une adresse, d'accord? Donc, la donnée, donc là, au niveau de votre processeur, il y a un décodeur qui, à un moment, va prendre ces broches comme étant en valeur d'adresse, donc les bits qui seront présents ici, ce seront une adresse, et un certain autre moment comme donnée, pour ne pas réserver pour les données des broches spécifiques et pour le bus d'adresse d'autres broches spécifiques, ce qui a été fait auparavant. Donc, pour gagner en nombre de broches, donc on a c'est-à-dire Intel, à cette étape de sa construction du 8086, il a jugé en réalisant donc là un multiplexage entre les adresses et les données. Et il les démultiplexe de telle façon qu'il récupère une fois les données et une fois, il les ajoute aux autres adresses pour constituer le bus d'adresse. Et donc, à partir de là, donc on vous dit qu'un circuit de décodage, l'unité d'adresse a été intégré et que le CPU utilise le bus de données pour envoyer la donnée à l'unité d'adresse adressée ou acquérir la donnée de cette unité. Bien sûr, la puissance de traitement est liée à la taille du bus de données. Plus un bus de données est important, plus la vitesse est importante. Donc là, je vous mentionne le bus de données ici sur le 8086, il est sur 16 bits. Et sur le bus d'adresse, votre bus d'adresse qui va exploiter les parties de AD0 jusqu'à AD1 à partir d'un démultiplexage, d'un décodage, et puis donc les autres bits pour adresser les 1 mégaoctet. Alors, je vous donne par exemple ici, vous avez donc une programmation. Donc, on commence par le langage assembleur. Alors, qu'est-ce que c'est? Le programme assembleur, c'est une série d'instructions écrites en langage assembleur. Une instruction en langage assembleur, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient une mnémonique, on appelle ça mnémonique, suivie de 1 ou de 2 opérandes. Les données à manipuler. Les opérandes, on appellera les données. Alors, qu'est-ce que c'est une mnémonique? Une mnémonique, c'est une commande du CPU lui montrant ce qu'il doit faire avec les opérandes. Exemple. Donc là, je vous ai donné tout un tableau et sur ce tableau, donc, on va voir encore ces notions-là. Par exemple, ici, je dis au processeur move AL la valeur FC en H, en exemple. C'est-à-dire, je demande au processeur de récupérer, de prendre la valeur FC et la mettre dans AL. Donc, le move, MOV, comme il est écrit, c'est une instruction dite mnémonique. Elle est écrite, c'est-à-dire seulement pour l'utilisateur. Le processeur ne comprend pas move AL FC. Le processeur va comprendre quand on va lui mettre ces d'accord, chaque instruction pour que le processeur comprenne que B0 veut dire move AL et ne veut pas dire move BL. Hein, le move BL, ce sera B3. Le code, c'est-à-dire un code. D'accord? On codifie chaque instruction selon le registre qu'on utilise, selon l'opération qu'on utilise. J'utilise par exemple ici add AL et non pas move AL. Le add AL veut dire 0,2. Je mets move AL
FC, le code machine B0 traduit le code de move AL et le FC, la mnémonique. Bon, le AL ici aussi, donc là on a distingué le move comme étant mnémonique, le AL et le FC c'est des opérandes. Ils sont appelés opérandes. C'est-à-dire pour qu'on sache en utilisant que veut dire chaque mot a son importance. D'accord? L'opérande ici est en AL, son code c'est B0. L'opérande ici est en BL, son code ça va être B3 pour l'opération move. D'accord? Là, vous avez directement l'écriture en disant en hexa, mais la réalité des choses, c'est celle-ci. C'est-à-dire le contenu mémoire, il est en binaire, il n'est pas en hexa. L'hexa, c'est seulement pour une facilité d'écriture pour le programmeur. Pour programmer, je ne vais pas écrire B0 de cette manière, c'est fastidieux. Et donc, autant l'écrire en hexa, c'est plus simple, et c'est plus simple pour moi aussi pour faire la conversion en binaire. Mais d'accord, donc, mais si c'était écrit en décimal, je suis obligé pour faire le binaire, donc c'est plus difficile de passer du décimal vers le binaire. C'est pour ça qu'on écrit l'hexa. L'hexa, c'est plus simple de faire le passage des deux. Donc, une première phase, c'est autant donc faire l'écriture en hexa. Donc, ici, je trouve, là, alors, regardons qu'est-ce qui se passe à gauche. Là, c'est l'adresse de l'instruction. Là, j'ai dit l'instruction va être dans le code segment. Alors, dans le code segment, pour le moment, ce que je mets ici, c'est l'adresse relative à IP. D'accord? IP, c'est-à-dire l'offset dans mon segment, il est de 100. Pour le moment, dans cet exemple, je n'ai pas donné l'adresse du CS. Je n'ai pas donné l'adresse du segment où est-ce qu'il se trouve sur l'ensemble de la mémoire que va gérer mon processeur. Mais j'ai donné le IP. Là, c'est le 0100, c'est le IP. Le 101, donc là, puisqu'il a pris seulement donc le 100, je vais mettre la valeur B0 puisque l'opération est sur deux octets, donc ça va me prendre 2 zones mémoire. Donc, dans la mémoire du CS, je vais prendre et l'adresse 100 et l'adresse 101 pour pouvoir réaliser le move à LFC. Pour la suivante, donc, le IP va prendre l'adresse 102. À l'adresse 102, donc, ce sera le code, l'instruction en code machine qui est la B382, mais en mémoire, dans le CS, je trouverai dans la mémoire 102 la valeur B3 en binaire et dans la 103, je trouverai la valeur 82 en binaire. Pour l'instruction suivante, le IP va avoir la valeur 104. La 104, elle est sur 2 octets. Le premier octet, c'est la valeur 2 qui traduit le code de l'opération add AL, BL. Alors, le code de l'opération AL, BL est sur 2 octets. Et les deux, et le AL et le BL, c'est des mnémoniques. D'accord? Et il n'y a pas de données. Il n'y a aucune donnée ici, si ce n'est le code, qui est l'addition entre les 2 registres. Donc, c'est le code 02C3. Donc, dans l'adresse 104, je trouverai le 02 et dans la C3, la valeur, et dans le 105, je trouverai la valeur C3. Voilà un exemple de programme en langage assembleur et là, vous avez le langage machine directement en binaire.
Donc là, on vous présente les différentes étapes selon que vous travaillez en assembleur ou que vous travaillez avec un langage évolué. Donc, si vous êtes en assembleur, comme maintenant, donc vous devriez d'abord écrire le programme avec les mnémoniques. Donc là, c'est moyennant les mnémoniques, move, add, halt, c'est des mnémoniques. D'accord? Et là, les opérandes AL 21, AL 41, AL 42, AL, une valeur de mémoire. Donc là, c'est une valeur dans la mémoire de données, d'accord, qui vaut la valeur 1800 en H. C'est une mémoire et il va à l'adresse du registre de données, donc dans le segment données, il récupère à l'offset 1800, il récupère la donnée qui se trouve à l'adresse 1800 de ce segment et il va la mettre dans AL. Et là, on lui demande de s'arrêter. C'est un programme qui va se trouver dans la RAM. Et ce programme, en hexa et en code, donc chacun son code, le ALB0 21 la valeur, le ADAL, donc c'est 04 son code et la valeur est en 42, le ADAL 1800, le ADAL 1800, regardez, le AD c'est A7, 1800, j'écris le most, le 18, 1800, le plus faible après. Et le HALT, son code, c'est F4. Là, c'est en hexa. Le code machine, le langage machine, donc après l'assembleur, donc bas niveau, d'accord, le programme en hexa, là, le langage machine. Tout ça va être converti en machine, d'accord. Là, relativement la première valeur, B0, et puis 21, et etc., etc. D'accord? Et là, c'est relatif à l'offset. Donc, à chaque fois que j'augmente le IP. D'accord? Le IP va être augmenté. La valeur de IP ici est 1400. D'accord? Là, dans le cas où je travaille en assembleur, dans le cas général, quel que soit le langage, il y a un compilateur. C'est le compilateur qui va faire toute l'opération c'est-à-dire en langage machine, c'est-à-dire revenir au code directement. C'est le compilateur, si vous êtes en C ou en Pascal ou en Basic ou tout autre langage au niveau, vous ne passez pas par l'assembleur. Vous passez directement, il y a le compilateur qui va traduire, donc compiler ce langage pour le traduire en langage machine. Mais si vous voulez comprendre très bien comment marche une machine, il faut passer par l'assembleur. C'est l'assembleur, c'est le bas niveau, c'est le niveau le plus bas. Et ça va vous permettre de comprendre exactement comment marche votre machine. Alors, je m'arrête un moment pour voir si vous avez des questions. Madame, j'ai une question. Les deux additions n'ont pas le même code en hexa? Non. Les deux questions, c'est par rapport. Donc, celui qui pose la question, votre camarade, dit est-ce que les deux additions n'ont pas le même code en hexa? Regardons ici, quand j'ai donné les deux, regardez la différence entre les deux. Là, le code de l'opération move, je ne parle pas de l'addition. Donc, le move AL. Le move AL, c'est toujours l'opération move, mais selon que AL ou BL, ce n'est pas le même code. D'accord? À moins que tu parles d'ici, AL. Ah oui, là, le code n'est pas le même parce que là, c'est un adressage qui est immédiat,
alors que là, c'est un adressage qui est direct. C'est selon le type d'adressage. D'accord? D'ailleurs, si votre camarade pose la question, pourquoi l'addition ici, elle est de code 04, alors que ici, elle est de code A7. Là, c'est selon le mode d'adressage. Là, cet adressage, c'est un adressage immédiat. Il prend directement la valeur qui va suivre. Donc, il sait que dans un adressage immédiat, il a à réserver seulement 2 octets. Par contre, dans l'adressage indirect, plutôt direct, c'est-à-dire il a besoin de 3 octets et non pas de 2 octets. D'accord? Donc, le code est différent. D'accord? Voilà la raison pour laquelle. On va voir une autre question peut-être. Oui? Madame, j'ai une question. Bon, c'est tout. La seule question? Il n'y a pas d'autres questions? Ok, madame qui dit non. D'accord. Alors, je continue. Donc, concernant cette partie, donc on va passer à autre chose d'une façon générale pour avoir là aussi, donc ça va vous permettre de comprendre encore mieux la machine. Donc, sachez déjà qu'il existe, trois, donc pour exécuter une instruction, il existe un cycle d'instruction. Et il y a 3 cycles spécifiques de réalisation de l'instruction, c'est-à-dire comment je vais exécuter l'instruction. Il y a le cycle fetch, il y a le cycle de décodage et il y a le cycle execute, c'est-à-dire d'exécution. Alors, l'unité de chargement va charger l'instruction depuis la mémoire. C'est l'étape de chargement. Donc, quand il s'agit, dans l'étape fetch, c'est lire l'instruction, donc la charger de la mémoire. Donc, le séquenceur va ensuite étudier la suite des bits de l'instruction et en déduire comment configurer les circuits du processeur pour exécuter l'instruction voulue. On appellera l'étape de décodage. Et la dernière étape, c'est l'étape où le séquenceur configure le chemin de données pour exécuter l'instruction. C'est l'étape dite d'exécution. Et des fois, une étape donnée peut être divisée en 2 étapes, comme vous allez le voir ici, dans le cadre, par exemple, dans le cas du décodage ou dans le cas de l'exécution. Parce que dans le cas de la fetch, en général, c'est toujours la même façon de faire. C'est-à-dire là, le programme, donc à l'étape 1, le compteur programme, c'est-à-dire le IP, contient l'instruction. Donc, il va vers la mémoire via le bus d'adresse, donc pour récupérer le code de l'opérande. Il récupère le code de l'opérande pour le ramener dans cette phase au niveau du registre d'instruction. À la suite de ça, va suivre automatiquement la partie de décodage. Donc, on va passer par l'unité de commande pour décoder l'instruction. Et bien sûr, c'est selon le type d'instruction. Donc, je peux avoir une instruction comme ici, un exemple en immédiat. Donc, il va nécessiter que je passe vers la mémoire pour récupérer la donnée. Des fois, donc, la donnée, elle est en mémoire. Donc là, quoique elle est immédiate, c'est pas le cas. Mais quand la donnée est, par exemple, ici, entre crochets 3D15, c'est-à-dire la mémoire, je dois la récupérer à l'adresse mémoire 3D15. Pas ce cas-là. Hein. Donc, je peux récupérer la donnée, ou même si ce n'est pas le cas, donc une fois récupéré l'instruction, je peux récupérer la donnée qui suit dans la phase, dans la partie code CS, dans la partie du CS,
qui est là le 3D 15, qui va être dans les deux prochaines cases mémoire de la première, du premier code qui était relatif à move AX. D'accord? Donc là, c'est une deuxième phase. Et la troisième phase, par rapport à l'instruction qui était dans le registre d'instruction, donc ça va être décodé pour passer à la phase suivante, qui restera toujours, on restera toujours dans la phase de décodage. Donc la phase suivante va récupérer l'opérande si j'ai affaire à une donnée qui est dans la partie mémoire donnée. Donc, dans ce cas de figure, je ne l'ai pas. Mais je peux avoir, par exemple, c'est-à-dire move AX, le contenu d'une case mémoire qui se trouve dans la partie donnée. Et dans ce cas de figure, je récupère cette donnée, pour ensuite décoder la suite de l'instruction et réaliser l'opération en question, qui sera la phase d'exécution. L'exécution va après décodage du registre d'instruction, comme on vient de le dire. Le registre d'instruction va donner l'information à l'UAL. L'UAL va traiter l'opération, qu'elle soit une opération de transfert ou une opération d'addition ou autre, et passer la donnée vers l'accumulateur. Et là, je peux, dans certains cas, rester à cette phase, comme je peux, dans certains autres cas, on me dit que la donnée qui va se trouver dans l'accumulateur, que je la transfère vers une mémoire, par exemple, du segment de données. Et donc là, j'aurai besoin, dans certains cas, déjà, le compteur va me désigner, le compteur programme va désigner la prochaine instruction pour la suivante. L'accumulateur, l'information de l'accumulateur va récupérer donc la donnée que j'ai dans l'accumulateur pour l'envoyer, si nécessaire, si c'est demandé par l'opération, d'aller vers une adresse mémoire et la mettre dans l'adresse mémoire. C'est selon, bien sûr, l'opération à réaliser. Donc, là, c'est comment vont être réalisés au niveau de l'unité arithmétique logique et l'unité d'exécution et l'unité d'interfaçage avec la mémoire, les différents cycles de l'opération. Maintenant, on va passer à une phase importante et qui nécessite une attention particulière de votre part, qui est le segment programme. Donc, avant d'aller à cette phase, je vous donne 5 minutes de pause. Dans ces 5 minutes, vous pouvez, entre-temps, profiter, poser vos questions que je retrouverai dans les 5 minutes qui vont suivre. D'accord? Donc, je m'arrête pour vous donner un peu de temps pour souffler, voir ce que vous avez vu jusque-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous n'avez pas de questions, j'entame directement cette partie. Alors, 5 minutes de pause pour que Madame Talha retrouve un peu de souffle.
Bon, je reprends. Donc, apparemment, où vous faites la sieste, ou vous ne suivez pas, personne ne pose de questions. Bon, j'espère que vous avez compris au moins l'essentiel. Vous pouvez revoir tout ça si c'est enregistré. Alors, je continue. Donc, il faut très bien saisir cette partie-là. Elle est importante pour comprendre comment le processeur gère sa mémoire et comment vous allez exploiter vos données et où se trouvera vos données et les différents modes d'adressage, etc., vont dépendre de cette partie-là. Alors, sachez, j'ai dit dès le départ, il faut bien avoir dans la tête que votre processeur est un processeur qui présente 20 bits d'adresse. Donc, 1 mégaoctet adressable. Seulement, donc, pour une bonne gestion de la mémoire et pour, vous allez voir, et d'ailleurs, c'est compréhensible, pour même un gain de la longueur du programme, je vais vous l'expliquer à un moment donné. Donc, le processeur donc, va gérer sa mémoire en segments. Et c'est la raison pour laquelle il dispose de 4 registres, segments, et à partir seulement de la gestion de ces registres, qu'on va exploiter ces différents segments. Mais il faut qu'à tout moment, vous sachiez quelle est l'adresse physique réelle de votre donnée. Parce qu'une meilleure compréhension vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de votre microprocesseur. Sachez que chaque segment, et on l'a dit et on l'a répété, puisque le CS est de 16 bits, donc chaque segment pourra être adressé à partir de ces 16 bits, et donc automatiquement, vous avez chaque segment qui a une taille de 60 kilo-octets. Dans certains cas, bon, pour le moment, la deuxième remarque, il ne faut pas tellement vous casser la tête avec quand je vous dis qu'un segment peut se trouver à n'importe quelle adresse multiple de 16. Bon, si. Multiple de 16. Pourquoi? Parce que j'ai dit le segment étant sur 16 bits. Là, j'avais compris autre chose d'écrit. Donc, le segment étant de 16 bits, plutôt le segment étant de 16 bits, donc, ce n'est pas le segment qui est de 16 bits, c'est le registre qui adresse le segment étant de 16 bits, d'accord? Donc, automatiquement, j'ai dit le segment est de 64 kilos, d'accord? Et donc, pour avoir l'adresse effective, donc si par exemple le segment est à l'adresse, disons 11111, pour avoir l'adresse effective de votre segment, c'est vous ajoutez un 0, puisque les 4 bits qui vont rester vont être 0, 0, 0, 0. Donc, automatiquement, le quartet va être 0. Et donc, l'adresse effective de votre registre par rapport à, plutôt de votre segment par rapport à la mémoire, va être multipliée par 16. La multiplication par 16 étant 2 à la puissance 4, donc ça veut dire 4 0. D'accord? Donc, automatiquement, l'adresse va comporter un 0 à la fin, puisque 2 à la puissance 16, c'est 4. 2 à la puissance 4, pardon, c'est le 16. Donc, l'adresse effective, par exemple, de votre CS qui était à 4,1, vous lui ajoutez un 0 et ça sera la valeur physique de votre segment. Et là, c'est valable pour n'importe quel segment. Vous lui ajoutez un 0 pour avoir 5 quartets et donc vous allez avoir votre adresse sur les 20 bits. Donc, les segments, c'est D, S et E, c'est-à-dire le CS, le DS, le SS et le ES, d'accord, peuvent être disjoints, se couvrir ou confondus.
Je disais pour le moment, cette remarque ne vous importe peu. Hein, donc, qui se recouvre ou pas pour le moment, dans notre tête, il y a 4 segments différents. Cette notion de disjoint ou pas, c'est par rapport au type d'exécution du programme qui va être, c'est-à-dire le mode de programme que vous allez utiliser. Est-ce que le processeur, je vous ai dit dès le départ que le processeur peut travailler en 2 modes, mode minimal ou mode maximal. Dans ce type, quand je dis faire 2 modes, dans le mode minimal, j'utilise qu'un seul segment pour l'ensemble des segments et ils seront confondus. Et là, vous allez avoir donc les fichiers .com, d'accord, donc de commande. Donc là, c'est dans l'exécution, quand vous allez commencer à faire les TP, vous allez voir qu'il y a différents types d'exécution de programmes. Et donc là, il y a le .com et le .exe. Pour le moment, ne vous cassez pas la tête, sachez qu'il y a 4 segments. Mais vous allez voir, j'ai dit par la suite que ces mêmes segments, je peux les mettre dans un même ou les avoir d'une façon disjointe selon que le processeur va être en mode maximal ou en mode minimal. Bon, parlons donc maintenant qui sont disjoints, pour le moment qui sont disjoints et que chacun ait son adresse. Comment trouver cette adresse? La segmentation, quel est l'intérêt de la segmentation? La segmentation procure l'avantage de déplacer un programme en mémoire. Il suffit de modifier le contenu du registre CS, donc pagination du code sur le disque. Je m'explique. Donc la segmentation, j'ai dit, présente l'avantage déjà d'utiliser, de distinguer le segment code du segment de données. Qu'est-ce que ça a comme avantage? Ça a l'avantage que si vous voulez changer les données, vous n'êtes pas obligé de changer tout le programme. Donc, c'est le même programme que vous avez réalisé, c'est seulement au niveau du segment de données, vous changez votre donnée et le tour est joué. D'accord? Donc, là, déjà, un premier avantage. Je n'ai pas mis tous les avantages. Entre autres, il y a un autre avantage. L'avantage que déjà, le fait qu'il y a la segmentation, je dis, la donnée aura une dimension de 2 octets au lieu d'avoir plus d'octets, parce que si vous ajoutez encore 20 bits, donc vous aurez besoin de plus 3 cases mémoire pour donner l'adresse, donc ou la donnée ou l'adresse de la donnée. Donc, quand il s'agit, par exemple, d'adresser c'est-à-dire faire, par exemple, un move d'une adresse. Donc, vous avez vu que le move d'une adresse, je mets le code du move et je mets l'adresse par la suite. Donc, si l'adresse n'est pas sur 2 octets, d'accord, donc automatiquement, s'il y a le 3e quartet, donc automatiquement, j'aurai besoin d'une autre case mémoire pour avoir seulement donc l'instruction du move de l'adresse de AL, dans AL, l'adresse de la donnée qui se trouve à l'adresse X. Donc, si l'adresse X a les 20 bits, donc je ne vais pas pouvoir seulement utiliser les 2 octets. Donc, j'aurai besoin de 4 cases mémoire au lieu de 3 cases mémoire, par exemple. D'accord? Pour écrire le code du move. D'accord? Donc là, le fait d'utiliser déjà 16 au lieu de 20, je vais gagner déjà dans la dimension de mon programme. Donc, je gagne dans la dimension du programme. Je gagne par cette segmentation c'est-à-dire de garder le mémoire sans pour autant le changer quand je dois changer les données. Donc, elle a ses avantages. Elle a encore plus d'avantages que ça, mais je vous cite les plus importantes qui sont, c'est-à-dire par rapport à votre compréhension, que vous pouvez comprendre rapidement. Donc, voilà, la segmentation est très importante. C'est la raison pour laquelle Intel a utilisé cette technique
d'adresser les mémoires moyennant cette segmentation. Alors maintenant, si on a besoin de récupérer l'adresse l'adresse physique par rapport à l'adresse logique. Donc, l'adresse logique, quand on vous donne l'adresse logique, on vous donne l'adresse qui se trouve dans le registre. Par exemple, si je travaille avec le registre code, je mets l'adresse sur 16 bits du registre code qui se trouve dans le CS et je mets l'offset, c'est-à-dire le IP, comme c'est donné ici dans cet exemple. Pour exécuter un programme, je mets le CS .IP. Là, c'est relatif à l'adresse logique. Là, c'est ce qu'on appelle l'adresse logique. Pour avoir l'adresse physique, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut, pour le CS, c'est-à-dire connaître l'endroit du segment du code segment. Le code segment, son adresse, c'est-à-dire son adresse va être 25 000, c'est-à-dire j'ajouterai un 0 à la valeur qui était sur 16 bits. Je la mets maintenant sur 20 bits pour savoir exactement l'adresse de la mémoire dans laquelle je vais récupérer la donnée. Et je lui ajoute l'offset. L'offset, c'est la valeur que contient l'IP. Parce que l'IP, il contient l'offset, le déplacement que tu dois faire pour récupérer cette donnée. Et donc, automatiquement, je récupère. Donc, c'est la façon de faire pour le microprocesseur 8086 pour trouver l'adresse physique de son instruction. Donc, l'adresse physique de l'instruction se trouvera à l'adresse mémoire 2E5F3 en exact. D'accord? Alors, par exemple, pour le DS, on a dit le DI va être l'offset. Ce sera le DI. Donc, le DS, par exemple, s'il est à la valeur, donc si je donne l'adresse physique, plutôt logique, 7521, qui est le DS, c'est ce qui se trouve dans le registre DS, d'accord? Là, le 85FB, c'est ce qui trouve dans le registre DI, c'est ce que j'ai mis dans le registre DI, parce que c'est le programmeur qui va mettre dans le DI, d'accord? Alors, l'adresse physique, c'est l'adresse de DS, le DS, je lui ajoute un 0, et là, c'est un offset. Je n'ajoute rien à l'offset, je lui ajoute directement la valeur, parce que là, c'est la valeur de mon DS, la valeur physique de mon DS. Et là, étant l'offset, j'obtiendrai l'adresse physique de ma donnée. Alors, une petite remarque ici, on vous fait la remarque suivante. On vous dit, si vous voulez, par exemple, maintenant mettre une valeur dans le DS, vous ne pouvez pas le manipuler directement. C'est la raison pour laquelle, au début, on a dit, attention, le AX est général, mais les autres ne sont pas manipulables de la même manière. Le DI, le CS, le DS, le ES ne sont pas manipulables de la même manière. Vous ne pouvez pas mettre directement dans le DS la valeur que vous voulez. Donc ici, si je veux changer la valeur de mon DS dans la mémoire, je mets d'abord cette valeur dans AX et après, grâce à AX, je transfère la donnée qui est dans AX, je la transfère dans DS. Compris cette partie? Question? Question? Si ce n'est pas clair, demandez que je refasse. Si c'est clair, dites continuer, Riyad. Dites continuer ou refaire. Continuer. Si aucun ne demande de refaire, donc c'est continuer, je continue. Donc, je répète ici, j'explique encore plus. Voilà, donc voilà comment on obtient.
l'adresse par rapport à l'adresse physique et l'adresse logique. Le CS, c'est la valeur contenue dans le CS. C'est la valeur 700. On vous dit que la valeur est de 700. Là, le IP étant à 100. Alors, pour avoir la valeur physique, qu'est-ce que vous mettez? Donc, puisque déjà, il est sur 4 normalement. Donc, NAS, ça veut dire que je dois ajouter un 0 au début pour avoir déjà les valeurs sur 16 bits. Et puis, j'ajoute le 0 de fin pour avoir la valeur sur 20 bits. Donc, l'adresse physique, donc là, pour avoir déjà, donc là, c'est ce que j'ai fait ici. Le CS pour avoir la valeur du CS, j'avais la valeur sur 16 bits à laquelle j'ai ajouté les 4 bits autres. J'ajoute l'offset qui est de 100 pour avoir la valeur physique sur 20 bits. J'ajoute l'offset qui est de 100 et j'ai la valeur physique. Donc là, la valeur que j'ai mis 700, 100, c'est la valeur logique. Et la valeur 0, 7100, c'est la valeur physique. Et l'offset de votre segment, il est de 100. C'est ce que contient IP. D'accord? Maintenant, revenons au programme suivant. Voilà, je donne un exemple pour l'histoire de l'adresse physique et l'adresse logique. Là, c'est ce que vous allez écrire. Par exemple, donc, vous avez votre CS qui est à 1132. C'est l'adresse contenue dans votre registre CS. Elle est la même. Vous remarquez qu'elle ne change pas. C'est la même valeur que vous avez mise. Et c'est par rapport à l'offset que vous allez commencer à introduire votre donnée. Votre IP, il a commencé à l'offset de 100. Vous avez l'opération move AL 57, le move B0 57 sur 2 octets. Et donc, automatiquement, ça va aller à 102, puisque j'ai 100 et 101. 102, je traduis le move des H86, le code. Le code, c'est B6, 86, c'est la valeur qui suit, en immédiat. C'est une valeur immédiate. D'accord. Donc, il va mettre directement la valeur 86 dans des H. Alors, par la même occasion, je vous parle de la notion de mode d'adressage. Hein? D'accord. Donc, il met immédiatement la valeur 57 ici. Il met immédiatement la valeur 86 ici. D'accord. Sur 2 octets. Donc, je compte les 2 octets et le IP va prendre la valeur 104. Donc, quand il exécute celle-là, le IP va prendre automatiquement, il pointe celle-là et automatiquement, il va se mettre à 102. Il pointe celle-là et automatiquement, il va se mettre à 104. Il attend l'exécution d'abord pour, d'accord? Et donc, il pointe celle-là, il récupère l'information et il se met sur 106. Le IP se met automatiquement sur 106. D'accord? Donc là, immédiatement, il prend la valeur de 72 et il la met dans le DL. Là, c'est une opération entre 2 registres qui va se faire. On appelle ça adressage registre. Donc, le registre DX, le contenu de DX va se mettre dans CX. Move, genre, mettre ce qu'il y a dans DX dans CX. Donc, c'est la suivante. Move ce qu'il y a dans AL dans ABH. Un autre code qui sera toujours le même. C'est des instructions registres seront toujours les mêmes. À chaque fois que j'utilise cette instruction, ce sera toujours le même code. D'accord? Là, c'est une opération de transfert immédiat. Je vais transférer directement le 9F dans BL. P3, 9F. Et le IP sera sur 107, etc. Là, pour aller vers la vraie valeur physique, là, donc,
la valeur logique que voici, ça sera la valeur physique. Là, c'est la valeur 11 000, plutôt 1100, 11 320, on lui ajoutera le 100. Et 11 320, on lui ajoutera 101, etc. Et vous avez donc à 120 B0, à 121, 57, etc. D'accord? Donc là, c'est les adresses physiques. C'est pour savoir comment manipuler les adresses logiques et que veut dire une adresse logique et que veut dire une adresse physique. Ça va nous permettre de mieux comprendre comment on va utiliser l'indexage. Si, alors là, un test avant de terminer, si une instruction à rechercher est dans l'adresse physique que voici, c'est-à-dire 38 000F92, 38F92 en exact. Et son CS est à 2700. Est-ce que la bande du code segment l'inclut ou pas? Je répète, j'ai une instruction qui est à l'adresse physique 38F92. Mon CS, il est à 2700 en exact. On vous demande, est-ce que cette instruction, elle est dans le code segment ou pas? C'est simple. Réponse? Faites votre calcul et répondez-moi. Oui, Riyad. Tu dis, pour mettre une donnée dans un registre B, D ou C, pas la peine de passer par le A. Tu as raison. Je n'ai pas dit ce cas. J'ai dit le DS, ce n'est pas le D. Le DS. DS est un registre qui ne figure pas parmi les registres généraux. D, B ou C, c'est des registres généraux. Mais le DS n'est pas un registre général. D'accord? Oui. D'accord. OK. Alors, je continue concernant, donc j'attends votre réponse. Alors, elle dit oui. Abou dit oui concernant c'est-à-dire l'instruction, est-ce qu'elle est dans le registre segment? Elle dit oui. D'après vous, c'est oui ou c'est non? Et si c'est oui, pourquoi? Tu me réponds pourquoi, Abou, si tu dis oui. Oui, on additionne 2700 à FFF. On trouve CS égale 36 FFFF. C'est le cas? Si c'est non, alors c'est non. D'accord? Quelle valeur a donné à CS si IP est égal à 1282? Donc, vous voyez déjà, la question qui suit veut dire que non. Répondez sur la suivante. Si c'est non, quelle est la valeur à donner au CSS si IP est égal à 1282? Et je vais vous répondre par la suite. Donnez votre réponse. Je tiendrai de ces réponses. Oui, on additionne et on trouve. Oui, d'accord. Donc, la question qui suit aussi. Et vous allez voir si c'est oui ou non.
J'attends la suite. CS pour la deuxième, c'est égal à quoi? Je vous réponds. D'accord. La réponse est la voici. Donc, l'adresse physique de CS étant 2700 fois 10. Donc, ça sera, 10, c'est le CS, c'est-à-dire le 10 en H. Ça sera 2000, donc 27 000. D'accord? Si vous lui ajoutez le FFF, puisque le segment CS a une dimension, plutôt une capacité de 64 kg, c'est-à-dire FFFF. Donc, un offset de FFFF vous donnera 36 FFF, alors que 38 est supérieur à 36. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le 38 EDEC n'est pas dans la bande de l'instruction, du segment instruction. Dans le cas où le IP est égal à 1282, quelle va être la valeur qui nous intéresse, c'est-à-dire du CS qui nous intéresse? Donc, je prendrai donc pour qu'elle soit incluse, je prends cette valeur, je lui retrans cette valeur pour être sûr que la valeur 38F92 sera la dernière valeur en plus, d'accord? Et donc, le CS sera 37D1, d'accord? Donc, la valeur pour au moins qu'elle y soit, donc c'est 37D1. Voilà concernant la réponse à la question que je vous ai donnée. Voilà, je vais clôturer avec ces exercices comme devoir. Donc, essayez de revoir cette partie concernant l'adresse physique et l'adresse logique. D'accord? Donc, pour mieux maîtriser ces registres, ces CS, ces segments, registres qui lui sont associés et les registres eux-mêmes. Donc, cette adresse physique et logique. Donc, vous avez 4 petits exercices de rien du tout à faire. Vous devriez me le remettre avant la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, on aura l'occasion de les traiter, c'est-à-dire sûrement, d'accord, mais avant le prochain cours, d'accord? Alors, les envoyer sur Yahoo et non pas sur mon Gmail, parce que ça me noie la boîte principale que j'ai. Donc, pour vous, les étudiants, j'ai la boîte Yahoo. Donc, vous m'envoyez sur Yahoo. Deuxième recommandation concernant le devoir. Donc, un devoir doit être personnel. X et Y, X et Y, et vous m'envoyez le même devoir que X et Y. D'accord? Je veux avoir un seul devoir. Si vous avez travaillé avec votre X, vous mettez le nom de votre X en deuxième position. D'accord? Et c'est à moi de prendre mes décisions concernant qui a travaillé et qui a mis son nom. Je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. Avant de clôturer, pour ce samedi, il va y avoir le cours de
système d'affichage. Donc, seul un groupe sera concerné pour au moins avoir la présence de l'ensemble du groupe que je gérerai plus facilement. D'ailleurs, même en cours, hein, il y a un groupe qui est présent en cours. Donc, le système d'affichage, le groupe en lui-même, donc un étudiant absent sera considéré, donc sera notifié, d'accord, pour le système d'affichage. Donc, je vous prends en groupe pour éviter cette notion d'absence, d'accord. Donc, le groupe 1 sera concerné le samedi prochain par le système d'affichage. Donc, ayez le Proteus avec vous parce que vous en aurez besoin pour faire le travail qui sera fait en ligne. D'accord? Je vous remercie et Sahaftorkom et à samedi pour ceux que je vais voir samedi et les autres à dimanche. Merci.